Sylvain Venner, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'université de Grenoble et je suis aussi auteur de bande dessinée, scénariste de bande dessinée. J'avais soutenu une thèse en 2002 sur l'histoire, sur l'histoire du désir d'aventure au XIXe siècle et après la publication de cette thèse, on m'avait contacté pour être commissaire d'une exposition de planches de bande dessinée à Charleroi, en Belgique, sur le thème de l'histoire coloniale. On exposait des planches de Hugo Pratt, de Jacques Ferrandez, de Peter van Dongen et de Jean-Philippe Stassen. J'avais rencontré Jean-Philippe Stassen à cette occasion, on est devenus bons amis. Il m'avait demandé ensuite de participer à une édition illustrée du roman de Conrad, Cœur des Ténèbres. On avait fait ça ensemble pour les éditions Futuropolis, puis ensuite on avait fait une bande dessinée ensemble adaptée de L'île au trésor de Stevenson. Et j'ai continué à travailler un petit peu dans ce domaine-là avec mon éditeur de chez Futuropolis qui s'appelle Claude Gendreau, qui a été l'éditeur il y a quelque temps de Milady et qui sera l'éditeur de Moby Dick que nous publions le mois prochain avec Isaac Vance au dessin. Tout ça, ça m'a fortement intéressé, donc du coup à l'université j'ai aussi fait des cours sur l'histoire de l'illustration, du coup j'en ai profité pour, là aussi on m'a proposé de co-diriger un volume sur l'art de la bande dessinée qui était paru chez Citadel et Masno en 2012. Et depuis, surtout depuis 3-4 ans, je dirige l'Histoire dessinée de la France, qui est une coédition entre La Découverte et la revue dessinée, et qui m'occupe énormément. J'ai moi-même fait le premier volume avec Étienne Davodo, et le volume numéro 6 sort le mois prochain. Alors, les bandes dessinées qui m'ont marqué, c'est, je pourrais parler de celles de ma jeunesse, parce que ça reste celle que je lis. Je reste un fan de Franquin, de Greg, moi j'aime bien Greg, ou de Gottlieb. Mais celle dont je pourrais parler, c'est plutôt celle que j'ai découverte sur le tard. J'avais une vingtaine d'années. Ce sont les aventures de Corto Maltese de Hugo Pratt. Donc ces planches que j'ai eu l'occasion de voir en vrai en 2005 à cette exposition à Charleroi. Alors pourquoi lui? Il me semble que d'abord parce que la vie de Corto Maltese la vie qu'on raconte de Corto Maltese court entre la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et ce que nous dit Pratt, même s'il ne l'a jamais fait, c'est-à-dire que Corto aurait disparu pendant la guerre d'Espagne en 1936, parce que, dit Pratt, c'était la dernière guerre romantique. Donc ça c'est sûrement faux, mais ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment entre ce moment, 1904-1905, la guerre russo-japonaise, et les années 30, que se constitue ce mythe de l'aventurier que Corto finit par incarner. Et ce qui est intéressant chez Pratt, c'est qu'il utilise énormément toute la littérature de cette époque-là. On les a presque tous, avec beaucoup de niveaux de lecture dans l'œuvre de Pratt. Pratt, d'ailleurs, lui-même s'amusait de ça, c'est-à-dire qu'il met dans ses œuvres des citations qui sont cachées. Ceux qui les reconnaissent sont contents, ceux qui ne les reconnaissent pas, ben, c'est pas très grave, parce que de toute façon, les autres niveaux de lecture sont amplement suffisants. À titre personnel, je pense, et je profite de cette interview pour le dire, qu'il faudrait faire une édition critique de l'œuvre de Hugo Pratt, parce qu'on devrait quand même donner à tous les lecteurs la chance de retrouver ces clés de lecture que lui dissimule comme ça. Et puis en plus, Pratt, c'est une œuvre, alors beaucoup d'œuvres sont comme ça évidemment, mais dans son cas, c'est très frappant, qui évolue énormément avec le temps. Alors le dessin, c'est certain, mais également la narration. Et donc il y a comme ça une histoire dans l'histoire dans l'histoire qui fait que pour un historien, Corto, c'est vraiment intéressant. Alors j'en suis évidemment convaincu, sinon je ne dirigerai pas l'histoire dessinée de la France. Je le crois profondément, je le crois évidemment depuis que je lis de la bande dessinée, puisqu'il y a beaucoup d'histoires dans la bande dessinée. La question, c'est plutôt de savoir aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, au moment où on est, ce que la bande dessinée telle qu'elle est aujourd'hui peut apporter à la connaissance historique telle qu'elle se produit aujourd'hui. Donc on peut toujours faire fond sur de vieilles habitudes qui en bande dessinée qui fonctionnent toujours, c'est-à-dire qu'en bande dessinée, vous pouvez restituer l'atmosphère d'une époque à partir du travail des historiens, par exemple les reconstitutions en maquette ou maintenant en 3D
que font des équipes d'archéologues, ça peut être rendu vivant par du récit dessiné, mais finalement c'est assez classique. Quelque chose de beaucoup plus original que peut faire la bande dessinée, c'est de mettre en scène la façon dont les historiens travaillent eux-mêmes. C'est-à-dire non seulement comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on travaille à partir d'archives. On peut penser, même des gens qui ne sont pas vraiment des auteurs de bande dessinée spécialistes d'histoire font ça, ce qu'a fait Bourgeon par exemple quand il travaillait pour Les Passagers du Vent, mais beaucoup d'autres. Et puis et surtout, et c'est ça que je trouve fascinant dans cette entreprise de l'histoire dessinée de la France, c'est d'essayer de montrer ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire d'essayer de faire, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer aux auteurs de l'histoire dessinée de la France, c'est d'essayer de tirer parti de la bande dessinée par rapport à tous les autres arts qui pourraient s'en rapprocher. C'est-à-dire de quelle façon la bande dessinée peut produire un discours sur l'histoire qui ne soit pas le discours du roman, mais qui ne soit pas non plus le discours du cinéma, et en particulier du film en costume. Au cinéma, les personnages historiques sont toujours prisonniers du corps des acteurs, on ne peut pas faire autrement. Et puis, au cinéma, on est obligé de reconstituer la totalité du paysage. Il faut absolument, quand on a un intérieur, qu'on imagine les coffres, les rideaux, les costumes, éventuellement le langage, tout. En bande dessinée, on peut s'abstraire de ça, justement, parce qu'on peut aussi montrer ce qu'on ne sait pas. Alors c'est ce qu'on avait fait, nous, dans le tome 1 d'Histoire dessinée, quand Jeanne d'Arc se regarde dans le miroir de courtoisie et qu'elle dit « mais je ne ressemblais pas à ça ». Et qu'on peut lancer un discours sur ce que les historiens savent de l'allure de Jeanne d'Arc. Et beaucoup d'autres font ça. Dans le tome 4, par exemple, Bruno Micol, il représente le port de Marseille au IVe siècle après Jésus-Christ. On ne sait pas à quoi ça ressemble, donc il met des bateaux devant et il le dit. Et d'une certaine façon, cet art qui est un art du visuel, c'est aussi un art qui, contrairement à beaucoup d'autres arts du visuel, permet de montrer ce que les historiens ignorent. Or, ce que les historiens ignorent, c'est une grosse partie du métier, puisque notre maître à tous, Lucien Febvre, disait que la première qualité d'un historien, c'était l'imagination, parce que précisément, il lui fallait imaginer ce que la documentation était incapable de lui fournir.